Nous allons passer à une deuxième étude de cas, orientation support de culture, par l'intervention de Chantal Le Goguic, responsable support technique chez Classman Delman France, qui va vous parler des attentes pour le hors-sol et le bon usage d'un substrat à rempotage. Bonjour à tous. Je vais présenter ces attentes pour le substrat hors sol d'un point de vue très général. Donc les attentes pour la qualité du substrat hors sol, mais aussi comment aussi bien utiliser un substrat rempotage. Alors ici, vous avez quelques photos sur du hors sol, donc le substrat. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un substrat hors sol, hein? Ça va jusqu'à la multiplication en petits contenants, jusqu'à des productions, par exemple sur des tomates, des fraises en sac de culture, des multiplications de légumes ou alors de l'ornemental. Donc tout ça sont des illustrations de ce que c'est qu'un substrat hors sol. Alors, Classman Delman France, c'est donc la filiale française du groupe Classman Delman, donc un des leaders du marché en substrat et solutions pour les productions horticoles. Bon, là c'est un petit peu bavard, je vais présenter les grandes généralités. En France, nous sommes 23 salariés. Nous sommes plutôt orientés fruits et légumes pour 65%. 18% de notre activité concerne les substrats utilisables en agriculture biologique. Et c'est pour un volume d'environ 580 000 mètres cubes par an. Et donc, bon, je me suis déjà un peu présentée, Chantal Lecoguic, responsable service technique pour Classman Delman France. Alors, pour cette présentation, il y a trois parties. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un support de culture? Ensuite, les caractéristiques physiques et chimiques, alors surtout physiques dans le cadre de cette présentation. Et enfin, le bon usage d'un support de culture, c'est-à-dire comment l'utiliser en production de façon optimale. Donc, le support de culture, milieu hors sol, par définition, le milieu est limité, c'est-à-dire que l'espace racinaire est limité par le contenant, les racines n'ont pas accès à tout le sol. Et ça implique une faible inertie qui va aussi jouer sur le stress de la plante. Pourquoi? La faible inertie thermique, on est hors sol, donc il peut y avoir des fortes chaleurs ou des froids très importants qui vont pouvoir perturber les racines, contrairement au sol. Hydrique, eh bien, en fonction du contenant, on peut avoir des coups de sec ou alors trop d'eau et donc ça participe aussi aux caractéristiques en hors sol. Et minéral, c'est-à-dire au niveau de la fertilisation, il faut apporter tout ce qu'il faut pour la plante puisqu'elle n'a pas accès à son environnement habituel. Donc, les besoins de la plante, ils sont les mêmes que ce soit en hors sol ou en support de culture. Mais ce qui est à souligner au niveau de la partie aérienne, les besoins, les pyramides de besoins de la plante, hein, donc c'est avant tout la lumière, oxygène et dioxyde de carbone, chaleur et eau. Donc ça, c'est la partie supérieure, aérienne. Au niveau des racines, c'est important de bien voir qu'au niveau de la pyramide des besoins, c'est avant tout de l'oxygène, puisqu'il y a une respiration au niveau des racines. Donc, je l'ai souligné ici, le support de culture doit pouvoir apporter suffisamment d'oxygène pour le fonctionnement de la plante, hein, des racines, la chaleur. Les racines sont sensibles à la température pour leur fonctionnement, l'eau. Et elle arrive en troisième position, l'eau bien sûr nécessaire pour les plantes, et les nutriments. Donc c'est important de bien garder ça en tête pour comprendre ce dont on a besoin dans les qualités d'un support de culture. Et notamment, ici, par exemple, quand on voit cette pyramide des besoins, il est inutile d'arroser ou de fertiliser un substrat qui n'a pas d'oxygène, hein, et on peut continuer le déroulement ainsi, hein, ne pas inutile non plus d'arroser et inutile de fertiliser s'il n'y a pas assez d'eau. Donc voilà. Donc, c'est un petit peu pour présenter de façon générale les besoins de la plante. Les qualités d'un substrat. Donc, là, un substrat, la qualité, les exigences pour un substrat seront variables en fonction du type de culture. Ici, j'en ai mis quelques-uns.
par exemple, rétention en eau et en air, mais vous imaginez bien que les besoins en eau ne seront pas les mêmes pour un tout petit contenant, un dé à coudre dans lequel on va faire du semis ou du bouturage, comparé à les besoins en eau d'un gros volume de substrat. Donc, les qualités d'un substrat, ce sont les rétentions en eau, rétention en air. Il faut toujours garder les deux. On l'a vu dans la pyramide des besoins. La plante aura toujours besoin des deux. La fertilisation. Alors ici, c'est pareil, entre une culture qui va durer une semaine sur un semis de salade l'été et on va dire une culture qui va durer plusieurs mois sur un cyclamen par exemple ou un chrysanthème, la fertilisation ne sera pas la même. Enfin, facilité d'arrosage. Alors, qu'est-ce que c'est que la facilité d'arrosage pour un substrat? Ce sera la tenue sur le sec, par exemple, c'est-à-dire la capacité du substrat à tenir entre deux arrosages. On peut imaginer aussi si on est sur un substrat qui sera un pot qui sera vendu en jardinerie. Donc, il faut que le substrat, le pot puisse tenir sans se déshydrater sur plusieurs jours, même en culture également. Et la réhumectation fait partie de la facilité d'arrosage, puisqu'il faut que quand on apporte de l'eau, elle aille bien humecter tout le substrat, qu'il n'y ait pas de résistance à l'entrée de l'eau. Et enfin, la stabilité structurale. Alors ici, c'est pareil, hein, la stabilité structurale ne sera pas la même entre un terreau semi, je donnais l'exemple tout à l'heure, qui va durer quelques semaines, et par exemple, la stabilité structurale pour une culture en pot qui va durer plusieurs mois, ou alors même une culture de myrtille ou de framboise hein, qui vont durer encore plus longtemps. Les composants d'un substrat, de façon très générale, de quoi est fait un substrat? Alors, je clique aussi. Ah bah très bien, donc j'avais des animations. Donc les constituants, c'est donc la matière, hein, la matière qui va constituer le volume du substrat. Et ensuite, vous avez les engrais starter. J'expliquerai un peu plus loin en détail les engrais starter, engrais retard, qui vont apporter le NPK, azote, phosphore, potassium, et les additifs autres que seront la chaux qui est apportée pour régler le pH. Si vous partez sur des éléments plutôt acides, le mouillant qui va et qui va aider à la rémectation ou les oligo-éléments. Donc, avec ces trois grandes familles, vous avez un substrat prêt à l'emploi en culture. Sur les constituants, j'en ai mis quelques-uns ici qui illustrent à peu près ce qui se trouve sur le marché. Vous avez les tourbes qui vont apporter un équilibre air-eau, avec surtout une réserve en eau intéressante. Un élément un peu à part qui est le compost végétal. Le compost végétal, il est aussi intéressant pour une vie microbienne parce qu'il va être accueillant pour la vie microbienne si on en a besoin dans les substrats, notamment en substrats utilisables en agriculture biologique. La perlite qui va porter surtout de l'air. Tout ce qui est base de coco vont apporter aussi un ratio intéressant au niveau de l'air et de l'eau. Et puis les bases de bois, que ce soit écorce, fibre de bois ou autre, vont souvent apporter de l'air dans les substrats. Donc en fonction de ces différentes qualités, on va composer notre substrat et en fonction aussi de l'usage, hein, si c'est un petit contenant, gros contenant, quel type de culture. Donc voilà pour synthétiser un peu cela. Les caractéristiques des substrats. Alors, je vais passer rapidement sur les caractéristiques chimiques. On n'avait que 20 minutes, donc j'irai un petit peu plus loin au niveau des caractéristiques physiques. Alors, au niveau chimique, euh, pour synthétiser, vous avez les starters minérales. C'est les engrais chimiques minérales solubles. Donc, on utilise beaucoup de PG-Mix, par exemple. Si vous mettez 1 kg par mètre cube de PG-Mix NPK 14, 10, 18, donc vous aurez dans votre substrat immédiatement, directement utilisable par la plante, cet engrais disponible. Un des inconvénients, ça peut être aussi qu'il sera lessivable puisqu'il est déjà soluble, il peut être lessivé avec les arrosages. Les engrais retard, ils sont surtout intéressants pour les cultures un peu plus longues. Les engrais à libération progressive, en général, ça va de 3 à 24 mois. C'est intéressant de mettre ces engrais quand les possibilités de fertirrigation sont limitées et que les cultures sont un peu longues. Les doses et les durées, bien entendu, vont augmenter avec la durée de culture. Sur une culture qui va durer un an, on mettra plus d'engrais, mais un engrais qui se libérera sur une plus longue durée.
Et la culture biologique, c'est, bon, on a vu tout à l'heure, hein, on peut avoir des engrais organiques qui sont souvent utilisables en agriculture biologique, qui sont d'origine animale ou végétale. Et ce qui est quand même à souligner pour ces engrais, au niveau de l'azote, c'est toujours un effet retard parce que l'azote doit être minéralisé. Donc c'est ce que j'ai mis ici, une action nécessaire des micro-organismes qui vont transformer l'azote organique en azote minérable utilisable par la plante, ce qui induit un effet retard, contrairement au starter minéral qui, lui, est tout de suite utilisable par la plante. Et donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un compost, par exemple. Et c'est vrai que dans ces cas-là, d'ajouter un peu de compost dans un substrat va aider à la vie microbienne, hein, va aider pour la minéralisation. Donc voilà, pour la partie chimique, je passe assez rapidement. Et là, maintenant, on va plutôt voir la partie, les caractéristiques physiques d'un substrat. Alors ici, pour introduire la façon dont on détermine les caractéristiques physiques d'un substrat, vous avez ici donc un pot en hors-sol, donc la partie solide, et cette partie solide va retenir de l'air et de l'eau par l'intermédiaire de la porosité. Donc naturellement, quand à saturation, vous avez toujours de l'air qui, bah, par gravité, pour les pores les plus importants, on va libérer qui vont faire circuler l'air. Et puis ici, vous avez de l'eau. Alors en fonction de la qualité des pores, cette eau aura des qualités différentes. Puisque vous voyez ici, si on fait sécher une plante, là on estime que le substrat est sec et puis il faut arroser la plante, vous aurez toujours de l'eau non disponible. Ce qu'on appelle de l'eau non disponible, c'est plutôt une eau qui n'est pas atteignable par les racines. C'est une eau non disponible qui va être un petit peu une eau de sécurité. C'est-à-dire que quand votre substrat est sec et qu'il faut l'arroser, il y a encore un peu d'eau qui va diluer les sels ou qui va protéger les racines de la déshydratation et du stress hydrique. Donc, cette eau est retenue par on va dire, de la microporosité. Donc, c'est une porosité qui retient très fortement l'eau et donc qui n'est pas soumise à un dessèchement rapide ou à la pression de succion exercée par les racines. Donc là, c'est un fait. Alors, comment est-ce qu'on caractérise ça concrètement en laboratoire, par exemple? Eh bien, on va utiliser des courbes de pF. Donc ici, vous avez un exemple de courbe de PF que je vais un petit peu synthétiser. Il y a deux points importants. Donc vous avez le point de ressuyage. Donc le PF1, c'est votre substrat qui est à saturation. Il est rempli d'eau et il ne peut pas retenir plus d'eau. Et donc sur ce point de PF, vous avez une partie qui est de l'eau, majoritairement, puisqu'il est à saturation, mais vous avez quand même un peu d'air par rapport à 100% de porosité. Donc vous avez dans la porosité surtout de l'eau, mais un petit peu d'air. Et cette teneur en air à PF1, elle est importante et c'est intéressant de la caractériser. Pourquoi? Parce que si votre substrat est rempli d'eau, parce que vous avez beaucoup arrosé ou parce qu'il a plu, si c'est une culture extérieure, c'est toujours important d'avoir de l'air. On l'a vu tout à l'heure dans la pyramide des besoins, la plante aura toujours un besoin d'air presque avant l'eau. Donc ce point-là est important. Et après, on passe au point de flétrissement. Donc à l'opposé, c'est quand votre substrat est sec. Donc c'est en laboratoire, c'est fait par une pression exercée sur le substrat pour le sécher. Et donc à ce point de flétrissement, alors ça s'appelle point de flétrissement, alors toutes les plantes ne vont pas flétrir à ce point-là, ça va dépendre un peu des espèces et des conditions, mais c'est quand même un point où votre substrat est sec. Eh bien, c'est intéressant ici pour caractériser le substrat de savoir quelle est la partie d'eau qui reste à cette pression ici qu'on a exercée sur le substrat. C'est l'eau peu disponible ou non disponible dont je vous parlais tout à l'heure. Votre substrat est sec, mais il a quand même encore un peu d'eau qui va protéger la plante du stress oxydatif. Et puis, vous avez ici cette partie-là, la différence entre l'eau à saturation et l'eau à PF2, qu'on va appeler la disponibilité en eau. Et cette disponibilité en eau, pour
quelqu'un qui veut arroser sa plante, et ben, c'est l'eau qui va être apportée qui va être échangée avec la plante. C'est-à-dire c'est l'eau dont on va disposer pour arroser la plante et renouveler régulièrement l'eau dans le substrat. Donc vous avez 3 points à retenir, hein. L'eau à saturation, l'eau au point de flétrissement et la disponibilité en eau, c'est-à-dire l'eau que vous pouvez apporter en culture pour avoir une croissance à peu près régulière. Alors bien sûr, on peut toujours descendre plus bas, mais c'est vrai qu'après, vous pouvez avoir des points de non-retour pour la plante et pour le substrat. Ici, je vous ai mis un cas concret pour illustrer l'intérêt de ces courbes de PF, de caractérisation physique des substrats. Les 3 cas, donc le cas du le petit godet de 7 ou 8 cm que vous trouvez voilà, en jardinerie sur souvent de l'ornement ou du légume. Et donc là, on se doute bien que le challenge, ça va être de retenir assez d'eau entre 2 arrosages par rapport à ce petit volume. Ensuite, vous avez une plante en pot classique, ça peut aller de 1 litre, 2 litres, 3 litres, qui là, le challenge, ce sera plutôt d'avoir de l'air à tous les niveaux parce que on a beaucoup de substrat, donc beaucoup de réserves en eau, mais ce qui manquera peut-être à un moment, c'est l'air. Et enfin, un troisième cas, le cas d'une pépinière, par exemple, extérieure, où là, on va pouvoir avoir aussi soumis à des pluies importantes ou à des dessèchements importants. Et donc là, souvent, ce sont des arrosages automatiques. Et donc là, ce qu'il faudra, c'est surtout arroser très régulièrement et que le substrat soit capable d'évacuer cette eau si elle est en excès. Donc, pour le petit godet challenge, donc retenir l'eau. Donc, vous voyez la courbe de PF, nos substrats seront en général plus fins avec des matériaux plus rétenteurs en eau. Donc, à saturation en eau, il a quand même beaucoup d'eau. Donc, on voit qu'il y a une forte réserve en eau, ce qui est nécessaire pour des petits volumes. Et il va sécher lentement. Et même, on va dire, même quand il est un peu sèche, il aura quand même une réserve en eau intéressante pour la sécurité si vous avez trop fait sécher un petit godet qui sèche très vite, en quelques heures, ça peut sécher. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, c'est notre plante en pot. Alors la plante en pot, on a vu qu'il fallait surtout qu'elle ait quand même toujours un peu d'air, puisqu'il y a beaucoup de volume de substrat. Donc là, on voit à PF1, à point de saturation, il a un peu plus d'air disponible ici pour la plante, et il va sécher progressivement, mais il va sécher plus rapidement que le godet. Et il aura un peu moins de réserve euh, en eau quand il sera au point de flétrissement, mais ce qui est moins gênant, puisqu'il y a plus de volume, ça va sécher plus lentement et il y aura toujours un petit peu plus d'eau dans un gros volume. Et puis c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a une maîtrise aussi de l'irrigation, c'est-à-dire que ça va sécher un peu plus vite si on veut que la plante soit un petit peu régulée au niveau de sa croissance. Et enfin, le dernier cas, donc on a vu hein, un cas où on veut surtout pouvoir arroser très souvent et en grande quantité sans qu'il y ait des excès d'eau. Et donc ici, on voit au point de saturation, il a beaucoup, même quand il est saturé en eau, il a quand même beaucoup d'oxygène et moyennement en eau, des réserves assez moyennes. Mais ça n'est pas un problème puisqu'on arrose très souvent et puis donc on voit qu'il sèche vite et qu'il a moins de réserves quand il est sec. Mais là, effectivement, l'arrosage automatique très fréquent va pouvoir compenser cela. Donc, c'est intéressant ici de voir les différentes caractéristiques physiques qu'on peut trouver dans des substrats, puisqu'ils seront adaptés à leur usage, en fait. Alors, le bon usage, donc voilà, la dernière partie, parce on n'a pas beaucoup de temps. Le bon usage d'un substrat hors sol. Alors, c'est un travail d'équipe, hein, le substrat hors sol. Donc, on a vu qu'il y avait différents substrats, différentes fertilisations, différentes caractéristiques physiques et qui seront toutes adaptées à un usage petit contenant, grand contenant, culture longue, culture courte. Mais au-delà de ça, en fait, c'est l'usage qu'on va en faire qui est l'autre partie de l'équation et qu'on va présenter ici. Alors, le rempotage, alors comment bien utiliser un substrat? Bah,
déjà dans un premier temps, ne pas laisser sécher le substrat de façon excessive après le premier arrosage. Ça, c'est important. Je vous ai montré ici, je vous montre une photo de remplissage. Alors parfois, on peut remplir des pots de 10 un petit peu à l'avance ou des godets à l'avance pour une question d'organisation du temps. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a fractionné le substrat dans des petits contenants, il va sécher très vite. Donc il faut faire attention de ne pas avoir un assèchement trop important parce que on aura une perte des qualités physiques au niveau de la rétention en eau et de la rémectation. Donc bien faire attention de ne pas dépasser un point de non-retour avant même d'avoir utilisé le substrat. Vous avez le tassement qui est important également parce que je vous ai présenté une courbe de pF. Ça, c'est une courbe de pF d'un substrat foisonné, mais on peut imaginer qu'une fois tassé, il aura des qualités différentes. Alors, le tassement, si c'est pas assez tassé, le problème, ce sera une perte de volume en culture, hein, puis moins de réserve, parce que les pots seront sous-remplis. Et puis, si on le tasse trop, eh bien, on a une perte de porosité, puisque si on tasse trop un substrat, on va perdre en air. On va éjecter l'air et donc vous aurez vous aurez plus d'eau et moins d'air, notamment ce qu'on a vu tout à l'heure à point de saturation. Vous pouvez avoir des excès d'eau parce que vous avez éjecté l'air en tassant trop le substrat. Et puis aussi, ce qui arrive de temps en temps, si on tasse trop, eh bien, en surface, vous avez lissé la surface et vous avez des verdures qui vont germer, donc de la mousse ou des différents types de verdures qui vont être préjudiciables en culture. Et puis, difficulté de réhumectation, essentiellement parce que si on a trop tassé, l'eau ne rentrera pas facilement dans le substrat. Autre chose avant bon, d'utiliser le substrat, c'est de toujours prévoir une source de fertilisation. On l'a vu, engrais retard si les cultures sont un peu longues, ferti-irrigation si on est équipé, et puis surfaçage, ce qui peut être aussi en pépinière une solution d'apporter l'engrais en surface du pot. Le premier arrosage, c'est un élément très important au niveau du bon usage d'un substrat. Alors pourquoi un premier arrosage? Le premier arrosage va permettre de lier les deux substrats, le substrat de la motte ou de la mini-motte qu'on rempote dans le pot. Donc il faut lier l'ensemble. Les racines vont toujours se développer en suivant le flux hydrique. Donc, si on veut que les racines sortent de la motte pour aller coloniser le pot, il faut qu'il y ait de l'eau de façon uniforme dans le pot. Le premier arrosage va déterminer les flux air et eau pour la culture à venir. Effectivement, si on a un bon premier arrosage, on crée en quelque sorte un chemin de l'eau qui va suivre toujours ce chemin créé du début de la culture. Et puis, important aussi, d'avoir un arrosage le plus homogène possible, puisque si on arrose correctement au tout début, vous aurez moins de variations en culture d'un pot à l'autre. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est qu'un bon arrosage? Bon, ça va aussi dépendre des cultures, bien entendu, et du système d'arrosage dont on dispose. Mais ce qui est important, c'est que tout le profil soit humide. Pourquoi? Parce que si vous avez des zones hydrophobes, des zones qui n'ont pas pris l'eau au début, l'eau n'ira jamais dans ces parties-là. L'eau ira toujours prendre le chemin où il y a déjà de l'eau auparavant, où il y a de la place. Donc, tout le profil doit être humide. Et pour ça, donc après un arrosage, au bout d'une dizaine de minutes, quand vous le démoulez, normalement, vous voyez qu'il est humide de sa base jusqu'au niveau du dessus du pot. Et donc, on peut on voir normalement, ça fait un peu le château de sable, hein. Vous démoulez, vous voyez qu'il a été bien humidifié. Et donc, on évite les zones hydrophobes en devenir, puisqu'une zone hydrophobe, l'eau n'ira jamais la coloniser. Et puis, une meilleure colonisation par les racines. Et à l'inverse, ne pas tremper le substrat. Donc là, j'ai mis une photo
un petit peu forte quand même. C'est rare de voir ça. Mais si on arrose trop le substrat, on peut avoir des rétractations ou des verdures. Alors, j'ai parlé des verdures tout à l'heure. C'est quoi la rétractation? C'est notamment sur les substrats tourbeux. Si on arrose beaucoup, bah, la tourbe va se gonfler, elle va avoir tendance à se gonfler, à prendre un peu plus de volume. Et puis derrière, quand elle va sécher, elle va se rétracter. Et puis, on va perdre un petit peu en qualité physique. Donc, ce sont des éléments importants à maîtriser sur le premier arrosage. Et enfin, pour finir, irrigation et substrat, un couple indissociable. Effectivement, c'est un travail d'équipe, hein. La qualité du substrat et l'irrigation derrière doivent être en coordination. Alors, il y a deux façons très globales pour arroser un substrat. Vous avez le fractionnement de l'apport en eau. Tout à l'heure, on a vu sur la courbe de PF, on peut déterminer la disponibilité du substrat en eau, la disponibilité en eau du substrat, pardon. On va jouer sur cette disponibilité en eau. C'est l'eau qu'on va échanger avec la plante pour éviter qu'elle flétrisse et puis pour qu'elle garde une bonne croissance. Donc, en fonction de cette disponibilité en eau, on va calculer la dose et la fréquence d'arrosage. Alors, par rapport à cette disponibilité en eau, c'est un petit peu notre réserve, hein, échangeable avec la plante. On peut imaginer que d'un substrat à l'autre, par exemple, on peut partir avec une réserve, on part avec un bidon de 5 litres ou de 3 litres. Donc, il faudra, si on veut bien calculer nos doses, eh bien, ça ne sert à rien d'apporter 3 litres dans un bidon dans une réserve de 2 litres puisque vous allez drainer et vous allez perdre cette eau. Et vice-versa, si vous avez une grosse réserve et que vous fractionnez trop l'arrosage, c'est inutile également. Donc, vous avez ce fractionnement d'arrosage permet aussi d'entretenir une bonne réhumectation du substrat parce que vous ne laissez jamais trop sécher, vous ne perdez pas de qualité physique, il ne deviendra pas hydrophobe dans la culture. Et donc hydrophobie, c'est-à-dire qu'on l'a laissé trop sécher trop souvent et à un moment, le substrat n'est plus capable de reprendre de l'eau. Mais avec cette méthode de fractionner l'apport, normalement, on évite ce genre de problème et vous êtes au plus près des besoins de la plante et de l'évapotranspiration, puisque vous apportez régulièrement de l'eau en fonction de ce que le substrat est capable de recevoir. Alors, ici, je mets attention quand même à pas maintenir certains pots plus secs parce que dans une culture, il y a toujours des variations hydriques d'un pot à l'autre, hein. Vous avez les pots qui se trouvent en bordure de serre, en bordure des planches, ou alors qui ont été un peu plus tassés. Enfin, vous avez toujours une variation. Donc, si vous êtes toujours au plus juste, certains pots peuvent être un peu plus secs, concentrer les sels et avoir un peu plus de retard de croissance. Donc c'est là que ça devient intéressant aussi d'associer ça avec des arrosages massifs. Un arrosage massif, c'est que, bon, je vous parlais de notre réserve en eau, un bidon qui fait 2 litres, et bien de temps en temps d'apporter 5 litres, donc c'est trop, mais par contre on va évacuer, ça va permettre d'évacuer un petit peu tout ce qui est assez accumulé dans le substrat au cours de la culture. Donc un lessivage des sels, l'évacuation de certains sels en excès, aussi un renouvellement de l'air dans le substrat, donc notamment le réoxygéner, et puis plus concentré, puisqu'on a pas mal de respiration dans les substrats. Et ça va homogénéiser la quantité d'eau, puisque là, les pots qui sont plus secs ou les pots qui sont plus mouillés, tous auront un peu plus. Et donc, en fait, on va un petit peu réhomogénéiser tout ça et remettre à niveau. Bon, l'inconvénient sur un arrosage massif, c'est que on ne peut pas le généraliser. Pourquoi? Bah, parce que on a vu tout à l'heure sur la courbe de PF, à saturation, on peut manquer d'oxygène, hein. On a beaucoup d'eau et un peu moins d'air, donc on peut avoir un excès d'eau, donc un manque d'oxygène pour la plante. Un lessivage excessif n'est pas très bon, puisqu'on va perdre un petit peu, notamment les nitrates et puis tout ce qui est lessivable dans le substrat. Et enfin, en termes de consommation en eau, si on recycle pas son eau, en fait, on perd et des éléments nutritifs et de l'eau. Donc, en fait, l'arrosage massif va se faire ponctuellement, mais pas à chaque arrosage.